sommes en 1521 après Jésus-Christ. Toute la Mésoamérique est occupée par les Espagnols. Toutes? Non. Une région résiste encore et toujours à l'envahisseur, les basses terres mayas. Et la vie n'est pas facile pour les conquistadors qui s'échinent à réduire les foyers vivaces de cette civilisation plurimillénaire. Si l'histoire improbable du jour commence comme un Astérix, c'est qu'il y a quelque chose d'assez fantaisiste à imaginer que les Mayas aient pu offrir une résistance plus coriace que celle des Aztèques, dont la puissance et la beauté de la capitale fit l'admiration de Cortés lui-même, qui pourtant vint à bout de cette civilisation en à peine 2 ans. Bien qu'il soit en grande partie déconnecté de l'ère civilisationnelle des Mexicas, autre nom des Aztèques, les Mayas semblaient une proie plus facile encore. Ce peuple vivait de manière morcelée dans des zones essentiellement rurales, ayant abandonné de longue date les cités qui aujourd'hui encore font la renommée historique et touristique de cette civilisation. Quelle n'est donc pas notre surprise de réaliser, à l'occasion de la découverte du dernier site maya ayant résisté aux Espagnols au début de l'année 2025, il est question de ça dans le short que voici, que des foyers de résistance étaient encore actifs à la fin du XVIIe siècle. Je répète, dans les années 1690, alors que Versailles est déjà actif, que Newton a publié sa théorie de la gravitation universelle et que le père de George Washington est de ce monde, nous avons au nord du Guatemala et au sud du Mexique actuel des combats qui opposent des Mayas qui n'ont pas renoncé au sacrifice humain et des conquistadors bardés de fer comme 180 ans plus tôt, lorsque débute la conquête du continent américain. Alors on va se demander ici comment expliquer que cette ère civilisationnelle, qui semblait celle la plus en repli au moment de l'arrivée des Espagnols, ait pu résister aussi longtemps. Et également, qui étaient ces Mayas qui, 200 ans après le voyage inaugural de Christophe Colomb, luttaient encore pour leur indépendance. Difficile d'évoquer la résistance maya sans parler des Mayas eux-mêmes. Le spectateur me pardonnera, dans une vidéo comme celle-ci, nous serons extrêmement schématiques, il y a des milliers de livres écrits sur ce sujet et des dizaines de vidéos YouTube qui seront bien plus à même de vous fournir des détails particulièrement signifiants. Retenons les quelques éléments suivants. L'ère civilisationnelle maya s'étend au sud de la Mésoamérique, sur les actuels pays Mexique, Guatemala, Honduras, Salvador et Belize. La zone principale étant occupée par le sud du Mexique, le Yucatan principalement, et l'ouest du Guatemala. Généralement, l'espace maya en 3 zones. Les hautes terres tout au sud, marquées par l'influence montagneuse, les basses terres du centre, où la végétation est extrêmement dense, et les basses terres du nord, où la végétation est un peu plus mixte, un peu plus broussailleuse. Il en va de même sur le plan chronologique, on divise la civilisation maya en plusieurs temps autour d'une phase dite classique qui culmine dans la deuxième partie du premier millénaire de notre ère. Avant cela, on est dans la phase pré-classique et ensuite dans la phase post-classique. La culture maya se caractérise par des traits communs, au niveau des idiomes, au niveau de la cosmogonie, au niveau de la pratique de la culture sur brûlis, au niveau des sacrifices humains et de tant d'autres choses. Néanmoins, l'image la plus parlante pour évoquer cette civilisation est peut-être le parallèle que l'on peut faire avec les cités grecques. Les Mayas vivent dans des cités-États dominées souvent par une figure monarchique qui sont principalement en rivalité les unes avec les autres. La guerre est un horizon quasi permanent et l'influence de certaines cités va croissante, amenant à des formes d'hégémonie ponctuelle, comme ça a pu être le cas pour la Grèce avec Athènes ou Sparte, sauf que là, les cités se nomment Tikal, Uxmal, Palenque. Progressivement, à la fin de l'époque classique, on voit les sites de ces grandes cités être abandonnés, sans nécessairement qu'il y ait eu un effondrement immédiat. Les spécialistes, depuis des décennies, multiplient les hypothèses pour comprendre ce qui s'est passé, en se mettant à peu près d'accord aujourd'hui sur le fait qu'on est face à une pluralité de facteurs et pas un élément monocausal comme parfois certains voudraient le faire croire, avec soit une invasion des peuples du Nord, soit des déchirements internes, soit encore des catastrophes écologiques à répétition.
Probablement y a-t-il eu une conjonction de facteurs de ce type qui ont abouti non pas à une destruction de la civilisation maya, mais à un repli des communautés mayas dans des zones beaucoup plus rurales, avec toutefois de réelles exceptions. Par exemple, pendant des siècles, la cité de Chichén Itzá, puis celle de Mayapan, vont dominer une bonne partie de l'ère civilisationnelle maya, avec des temples particulièrement magnifiques, même après l'abandon des principales cités. Ajoutons qu'au moment où les conquistadors arrivent, le premier site d'importance qu'ils rencontrent en Mésoamérique, c'est la cité de Tulum, qui est une cité maya que le chroniqueur espagnol du moment compare à Séville. Donc il y a encore des mayas urbains, il y a encore une véritable dynamique civilisationnelle, même si elle n'est plus tout à fait comparable à celle de l'époque classique. Comme nous venons de le dire, c'est d'abord aux Mayas que les expéditions espagnoles explorant les rivages occidentaux des Caraïbes se sont heurtées. Les contacts n'ont pas été exclusivement marqués par la violence, mais celle-ci reste tout de même l'élément dominant. Ainsi, la première expédition, celle de Hernández de Córdoba, en 1517, est décimée lors de plusieurs engagements militaires, et son chef meurt même des suites de ses blessures à son retour à Cuba. Cortés, de son côté, se heurte aussi d'abord aux forces d'un cacique maya. C'est au moment où il le soumet qu'il apprend qu'il y a plus au nord une cité riche que les Mayas nomment Mexico. Il quitte alors le pays maya pour entrer en confrontation avec les Aztèques. Au cours des années suivantes, la soumission des terres mayas, où les richesses sont moins immédiatement tangibles, ne s'impose pas comme l'objectif principal. Si Cortés tourne son regard vers le sud après l'effondrement de la confédération aztèque, c'est pour trouver un passage connectant les océans Pacifique et Atlantique, puis pour châtier un capitaine rebelle. Il arpente alors les basses terres mayas, au prix d'ailleurs de grandes souffrances, mais sans chercher outre mesure à les soumettre dans la durée. Il n'en ira pas de même pour l'ancien second de Cortés, Pedro de Alvarado, qui est bien décidé à se tailler une principauté au sud. C'est un individu dont la brutalité était légendaire, dénoncé même par ses propres soldats qui pourtant n'étaient pas réputés pour leur bienveillance. Et c'est lui qui va tenter de conquérir les hautes terres mayas. Il faut dire qu'il va user des mêmes moyens qu'avait utilisé Cortés pour parvenir à ses fins. Il profite des divisions entre les groupes mayas hostiles les uns aux autres. S'alliant à l'un, il en défait un autre, puis se retourne contre celui qui l'a aidé et le défait à son tour. Lors de campagnes ultérieures, les mêmes recettes sont mobilisées, par Francisco de Montero, puis par son fils. Les campagnes sont rudes, elles sont ponctuées d'un certain nombre de revers pour les conquistadors, elles demeurent longtemps incertaines, avec des révoltes qui ne manquent pas de subvenir, y compris lorsque la victoire semble acquise. Mais tout de même, ces différentes phases militaires, qui s'étendent des années 1520 aux années 1540, permettent aux conquistadors d'incorporer à la Nouvelle-Espagne l'ensemble des espaces côtiers du monde maya et une part significative de l'intérieur des terres. Après cette génération de luttes très coûteuses, la dynamique de la conquête s'interrompt. Il reste alors de larges pans des terres mayas qui n'ont pas encore été soumises aux Espagnols, notamment les basses terres centrales. Et c'est dans ces lieux que nous allons faire la rencontre des populations mayas qui, pendant encore un siècle quasiment et demi, vont lutter contre les Espagnols. Les deux principaux groupes qui parvinrent à maintenir leur indépendance jusqu'au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle sont nommés les Lacandons et les Itzá. Les premiers avaient trouvé refuge dans le Chiapas, nous sommes au sud du Mexique actuel, dans ce qui est aujourd'hui la réserve biologique des Montes Azules. Les Itzá, quant à eux, se sont regroupés autour du lac Petén, où se trouvait leur capitale. Et là, nous nous trouvons au nord-ouest de l'actuel Guatemala. Dans les deux cas, ce sont des zones où la jungle est particulièrement dense, ce sont donc des terres difficilement pénétrables. Alors essayons de faire le tour des raisons qui peuvent expliquer le maintien si long de ces populations insoumises. Le premier élément, ne nous leurrons pas, tient au peu d'intérêt des Espagnols pour la conquête de ces terres. Nous sommes dans des territoires où les richesses ne sont pas aussi évidentes que dans d'autres zones des Amériques, jusqu'à en tout cas que la culture du cacao fasse quelque peu changer d'avis un certain nombre de colons.
Par ailleurs, dans cette zone de jungle, monter des expéditions est très coûteux pour des résultats relativement incertains. Il faut dire également que les Mayas de cette zone ont pu bénéficier de circonstances plus favorables que d'autres populations autochtones d'Amérique. C'est en effet au sud du Mexique qu'un certain Bartolomé Las Casas, celui qu'on a qualifié de protecteur des Indiens, a été nommé évêque. Cet homme, bien qu'il ait été largement haï d'une partie des colons, a eu une activité relativement bénéfique à la situation des populations locales. En effet, il s'opposait aux guerres qu'il qualifiait d'injustes et prônait l'évangélisation plutôt que la soumission par la violence. Et c'est ainsi, même si les préceptes de Las Casas n'ont pas été respectés à un certain nombre de reprises, que la situation des Lacandons et des Itza a souvent été celle de se voir confrontés à des missionnaires avant ou parfois même à la place des soldats. Mais au-delà de ces considérations extérieures, le maintien de ces populations insoumises tient aussi à leur propre structure. Nous sommes là face à des groupes mobiles qui ont choisi des sites relativement difficiles d'accès. La capitale des Itza est sur une île au milieu du lac Petén, tandis que celle des Lacandons est une citadelle perdue au cœur de la jungle. Par ailleurs, ces groupes ont bien compris qu'il y avait un écart dans l'armement entre eux et les Espagnols, et ils évitent donc les combats à front contre front. Ils préfèrent les embuscades dans des zones peu propices à la puissance de feu des Espagnols, qui ont tendance à niveler le rapport de force. Enfin, la dissémination de ces groupes dans des zones particulièrement denses qu'ils sont les seuls à véritablement maîtriser, leur offre un avantage. Ainsi, lorsqu'en 1585, la première capitale des Lacandons est prise, eh bien, ceux-ci parviennent à se dégager de la zone et à fonder plus loin encore, dans une zone plus inexpugnable que la première, leur citadelle définitive, celle qu'on va appeler Sacbalan, la terre du jaguar blanc. Enfin, les groupes que l'on considère mènent une lutte active contre les Espagnols, mais pas seulement contre eux. Ils mènent également une lutte active contre les autres groupes mayas qui, eux, ont été christianisés. Les Lacandons en particulier sont réputés pour leur violence et particulièrement redoutés des peuples environnants. Alors, du point de vue de ces Mayas insoumis, de telles violences sont à la fois un moyen de récupérer des richesses, voire des hommes à sacrifier, mais c'est aussi un moyen de lutte contre l'acculturation progressive que les Espagnols tentent de faire dans ces régions. Les Itza, de leur côté, ne vont pas hésiter non plus à essayer de fomenter des révoltes auprès des peuples préalablement soumis aux Espagnols. Ainsi, si on combine le peu d'entrain des Espagnols à en finir par la lutte armée et la résistance farouche des groupes locaux, on comprend que l'affaire a pu durer un certain temps. D'ailleurs, on le voit, lorsque les Espagnols disposent de maigres troupes pour tenter d'en finir, comme ça va être le cas pour les Itza dans les années 1620, eh bien celles-ci sont systématiquement décimées. Malheureusement, même si elle a pris un certain temps, la défaite des Lacandons et des Itza semblait tout de même inéluctable. Il ne faut pas sous-estimer la disproportion des forces en présence et des effectifs. Car n'oublions pas que dans les expéditions menées par les Espagnols, la majorité des combattants sont toujours des forces locales qui connaissent le terrain. Et en la substance, nous avons affaire à des Mayas qui bien souvent ont eu des atrocités commises par les Lacandons ou les Itza dans leurs terres, et donc se battent avec une certaine férocité. Autre élément qui joue contre ces deux groupes, eh bien, au lieu d'unir leurs forces, ils ont passé leur temps à s'entre-déchirer, comme les Mayas l'ont finalement toujours fait entre groupes rivaux. Là, l'élément qui a manifestement été au cœur de la rivalité, ce sont la possession de Salines. À ce petit jeu, ce sont les Lacandons qui ont perdu, ce qui a contribué à les affaiblir d'autant plus. Le coup de grâce vient de la décision des Espagnols de faire la jonction entre le Yucatan et le Guatemala en construisant un chemin, le Camino Real, à travers cette zone rebelle. Pour cela, évidemment, il s'agit de soumettre les derniers groupes qui ne l'ont pas été jusque-là. Alors, on commence par envoyer des missionnaires,
Puis les soldats ne vont pas tarder. Nous sommes dans les années 1690. Cette fois, les troupes que l'on envoie sont bien plus fournies que celles des années 1620. Ce sont d'abord les Lacandons qui en font les frais. Il y a d'abord un missionnaire qui parvient enfin à trouver leur cité, Sacbalan, et les troupes ne tardent pas à investir les lieux. Pour les Hitsa, en revanche, l'affaire sera infiniment plus compliquée. C'est ce que je vais maintenant vous raconter. Ce sont en effet d'abord des missionnaires qui viennent au-devant des Hitsa. Et l'accueil qui leur est fait est moins glacial que par le passé, à tel point que certains commencent à se convertir et que certains chefs semblent aussi hésiter. Ce qui finit par générer de fortes tensions dans la population et le départ des missionnaires. Cette fois, ce ne sont pas des missionnaires qui arrivent, mais des troupes commandées par Martin de Usura, qui n'est autre que le gouverneur du Yucatan. Il a avec lui 300 hommes et des milliers d'autochtones. Il semble définitivement résolu à en finir. Nous sommes en 1697 quand Martin de Usura et sa troupe se présentent au bord des rives du lac Petén. Il sait qu'il va devoir prendre la capitale Tayasal, qu'on appelle aussi Noche-Petén, mais pour cela, il va bien falloir franchir ce lac. Et les Hitsa ne sont pas se laisser faire. Ils disposent d'une flotte de canoës de guerre significative et ont montré à plusieurs reprises leur farouche envie de rester indépendants. Alors, après de vaines tentatives de négociation, puis quelques pièges tendus par les Hitsa que Martin de Usura et sa troupe parviennent à éviter, eh bien, le gouverneur du Yucatan a amené de quoi constituer un navire de guerre puissant et une petite flotte pour prendre d'assaut la ville. Alors, on monte le navire et on engage les combats contre les canoës de guerre des Hitsa. Manifestement, l'engagement naval a été violent, mais il était aussi inégal, de sorte que Martin de Usura parvient à prendre pied au niveau de la ville capitale, mais il la trouve désertée. Les Hitsa partent dans les jungles environnantes et vont encore lutter pendant une dizaine d'années pour nombre d'entre eux, ce qui nous amène dans les premières années du XVIIIe siècle. La fin de l'histoire est tragique. Les Lacandons, d'abord regroupés dans la capitale qui était la leur, que les Espagnols ont refondée et dont le site a été découvert en 2025 par une équipe archéologique mexicaine, d'abord regroupés là, les Lacandons sont ensuite déportés près du Pacifique, où les maladies et le travail forcé finissent de les exterminer pour l'immense majorité d'entre eux. L'affaire n'est pas beaucoup plus heureuse pour les Hitsa. Certes, ils évitent le regroupement forcé pour la plupart d'entre eux, mais ce sont les maladies qui vont avoir raison de leur force. On estime qu'à peine une dizaine d'années après la conquête, 90% des Hitsa ont trouvé la mort du fait du puissant choc microbien qui les a frappés, comme il avait frappé avant eux la quasi-totalité des populations du continent américain. Plus de 300 ans après cette triste affaire, on estime qu'il reste à peine 3000 individus qui se réclament des cultures Lacandon ou Hitsa dans le sud du Mexique ou le nord du Guatemala. Reste une histoire tragique de résistance que l'archéologie récente a fait à nouveau émerger, redonnant une mémoire à cette lutte longtemps oubliée des derniers pans de la civilisation maya. Donc vous l'aurez compris, cette histoire improbable débutée par un clin d'œil à Astérix peut difficilement se terminer dans les plaisirs festifs d'un banquet de célébration. D'ailleurs, à ce propos, je ne suis pas certain qu'un banquet chez les Hitsa soit facile à représenter. Mais je vous laisse lire l'article que voici si vous voulez comprendre pourquoi, en vous précisant quand même qu'il vaut mieux être à jeun avant de poser vos yeux sur ce texte. Allez, c'était une vidéo de passeur de passé. Si vous avez apprécié cette visite dans le temps, n'hésitez pas à gratifier le guide d'un like, d'un abonnement, d'un commentaire, d'un partage ou de quelques marques de satisfaction qui vous semblent appropriées. À bientôt dans une prochaine vidéo.